J'ai appris l'ironie grâce à lui. Mais il n'avait pas de vraie passion, confiait la femme qu'il perdit à cause d'un cancer. Et Jean-Yann lui-même avait un jour admis « La seule chose qui m'amuse vraiment, c'est le désespoir. » Connu pour sa langue acérée et sa satire sans concession, il fut l'un des artistes les plus provocateurs de France, acteur, réalisateur, misanthrope. Il fit carrière en se moquant de tout, y compris de lui-même. Mais derrière le cynisme se cachait un homme forgé par les épreuves, le deuil et le silence émotionnel, d'une enfance difficile à la tragédie discrète de sa vie familiale après la célébrité. Bien plus qu'un simple provocateur, voici l'histoire de Jean-Yann, une jeunesse tourmentée derrière le sourire du satiriste. Jean-Roger Gouillet, plus connu sous le nom de scène Jean-Yann, naît en 1933 au Lilas, une banlieue modeste située à l'est de Paris. Ses premières années sont marquées par les difficultés, la guerre et l'environnement ouvrier dont il est issu. Jean est né dans une famille modeste aux racines bretonnes profondes. L'un de ses grands-pères avait quitté Liffré, en Ille-et-Vilaine, pour s'installer à Paris dans l'espoir de trouver du travail. Le nom de famille Gouillet vient d'une lignée de sabotiers qui vivaient autrefois dans la forêt de Mayenne au XVIIIe siècle. Le mot « Gouillet » signifie « petit étang », un symbole peut-être des origines discrètes d'où Jean allait émerger. Son père, André Gouillet, était lithographe avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il changea de métier et devint ébéniste, s'associant avec son propre frère en 1945. La mère de Jean, Aimée Bonabeau, travaillait comme couturière pour de grandes maisons de couture, notamment l'atelier emblématique de Jeanne Lanvin. Malgré ses affiliations prestigieuses, la famille vivait humblement, ancrée dans la réalité ouvrière de l'époque. Le déclenchement de la guerre entraîne une rupture majeure dans l'enfance de Jean. Son père est fait prisonnier et envoyé dans un camp de travail en Allemagne. Le reste de la famille est alors évacué à Celles-sur-Belle, une petite commune de l'ouest de la France, où Jean restera jusqu'en 1943. Ces années formatrices sont marquées par l'absence, la peur et l'incertitude économique d'une France en guerre. Pour le jeune Jean, le traumatisme d'un père prisonnier et d'une mère luttant pour subvenir aux besoins familiaux a sans doute semé les graines de désillusion et de révolte qui caractériseront plus tard sa personnalité publique. De retour au Lilas en 1943, Jean reprend sa scolarité dans une école primaire catholique avant d'entrer dans le secondaire. Mais le succès académique se fait attendre. En 1945, il est expulsé du lycée Turgot alors qu'il n'est encore qu'en 6e. Il est ensuite admis au lycée Chaptal où il obtient son BEPC, le certificat de fin du premier cycle secondaire. C'est au lycée Chaptal qu'il découvre le théâtre amateur, une brève mais importante initiation aux arts de la scène. Toutefois, cette passion naissante ne se concrétise pas immédiatement en carrière. Après ses études, il devient apprenti ébéniste sous la supervision de son oncle. Mais l'expérience tourne court. Incapable de le rémunérer, son oncle oblige Jean à abandonner l'apprentissage. Un échec à la fois pratique et symbolique, illustrant la difficulté des jeunes issus de milieux modestes à trouver leur place dans la France d'après-guerre. En 1950, Jean s'inscrit au Centre de formation des journalistes à Paris. Contrairement à ce qu'on affirme souvent, il n'y était pas dans la même promotion que Philippe Bouvard. Yann n'y restera que 5 mois. Pendant ce court passage, il se fait surtout remarquer pour son humour et son esprit frondeur que pour son sérieux académique. Il perturbe les cours par ses plaisanteries, conteste ouvertement l'autorité et comprend vite que la voie du journalisme professionnel n'est pas faite pour lui. Il ne renonce pourtant pas à l'écriture. Il commence à collaborer comme pigiste pour plusieurs journaux, parmi lesquels l'Aurore, Paris Presse, l'Écho de la mode et l'Humanité dimanche. Il rédige aussi quelques reportages pour Time Life et contribue à un périodique satirique peu connu intitulé Dragueur de mine, où il tient une chronique humoristique baptisée « Le coin du dragueur ».
Ses premiers emplois, bien que modestes, nourrissent son goût pour la dérision, l'ironie et la provocation. Parallèlement à cette brève carrière journalistique, Jean-Yann plonge dans l'univers du cabaret. Poussé par des amis qui perçoivent son talent comique, il commence à écrire et interpréter des sketchs. Il abandonne alors définitivement le journalisme, séduit par la scène et la liberté qu'elle offre. Il se produit aux Trois Baudets, un cabaret parisien célèbre, pour avoir révélé des artistes comme Georges Brassens ou Jacques Brel. Pendant 2 ans, Jean-Yann y forge sa réputation grâce à son humour pince sans rire et son phrasé unique. En 1952, il intègre la troupe théâtrale d'Yves Robert et décroche un petit rôle dans les carnets du Major Thompson. Mais sa carrière naissante est interrompue en 1954 lorsqu'il est appelé sous les drapeaux. Il passe près de 3 ans au service militaire, un autre détour dans une vie déjà jalonnée de contretemps. Cette expérience militaire, bien que non traumatisante, renforce encore son aversion pour les systèmes rigides et la conformité. Hors la loi des ondes. De retour de son service militaire en 1957, Jean-Yann se retrouva à un carrefour. Mais la France à laquelle il revenait n'était pas plus clémente que celle qu'il avait quittée. Les institutions restaient rigides, les médias fortement censurés, et la culture de plus en plus intolérante envers les voix dissidentes. Plutôt que de se conformer, Yann choisit de provoquer. Guidé par son proche collaborateur Bob Dupac, il ne retourna pas au journalisme, qu'il avait déjà commencé à délaisser, mais à la scène. Leur duo fit ses débuts dans un petit lieu appelé l'Académie des Vins, un endroit modeste mais vibrant où la satire avait encore droit de citer. C'est à cette époque que Roger-Jean Gouillet devient Jean-Yann, un pseudonyme à la fois pratique et symbolique. Les constantes déformations de son nom de famille étaient devenues insupportables, souvent transformées en moqueries grossières. Yann s'inspire du surnom breton que son père lui donnait, Yann, un nom qui restitue à la fois la dignité et la rébellion. Yann se jeta immédiatement à corps perdu dans la création d'un personnage abrasif, insolent et intellectuel. Il enregistra des chansons, d'abord en live à l'Olympia, puis en studio sous des pseudonymes absurdes comme Johnny Rockefeller ou Onzalagur Pompernickel. Son premier album, Le Misanthrope Provocateur, dévoilait un homme résolu à dynamiter les convenances sociales par la satire. Son numéro sur scène à la Fontaine des 4 Saisons, en 1958, attira l'attention des critiques qui le décrivirent comme un jeune homme promis à un grand avenir et un pitre empreint d'une onction ecclésiastique, un clown déguisé en prédicateur, obsédé par les paradoxes de la société française. Durant les années 1950 et le début des années 1960, Jean-Yann devint une figure incontournable du cabaret parisien. Il se produisit aux Trois Baudets aux côtés d'artistes comme Francis Blanche ou Jacqueline Maillan. Il collabora avec Boris Vian sur Ciné-Massacre, un spectacle de sketch surréaliste tournant en dérision l'industrie du cinéma. Il co-créa avec Ciné des publications comiques anticléricales comme Jivati Jivatican, qui ridiculisait l'Église catholique avec une férocité que peu osaient imiter. Mais ses ambitions dépassaient le cabaret. Yann s'aventura à la radio, à la télévision, puis dans la parodie musicale. Avec Jacques Martin, il enregistra des chansons rock satiriques comme « J'aime pas le rock » et « Saint-Roch » et se moqua de la contre-culture émergente avec des titres parodiques comme « Les émancipations d'Alphonse », pastiche des élucubrations d'Antoine. Il jouait de l'orgue et du piano et écrivait des chroniques humoristiques pour Los Samuel, version relancée du célèbre journal satirique de Pierre Dac. Il passait sans cesse d'un médium à l'autre, jamais satisfait, toujours en questionnement. En 1964, son travail avec Jacques Martin aboutit à l'émission télévisée controversée 1=3, diffusée en prime time sur l'unique chaîne française. La satire y était jugée trop dangereuse. Un sketch y reconstituait la bataille de Waterloo comme une course cycliste. Après seulement 5 épisodes, le ministère de l'Information fit stopper l'émission. Ce fut le début d'une relation longue et conflictuelle entre Jean-Yann et les diffuseurs français. Il fut renvoyé de nombreuses radios et chaînes,
ORTF, RTL, Europe 1, France Inter. Son refus d'adoucir son ton le rendit inemployable dans les médias traditionnels, mais indispensable à la culture underground. Ironiquement, c'est le cinéma, souvent plus conservateur que la télévision, qui devint son refuge. En 1964, Yann fit ses débuts au cinéma dans La vie à l'envers d'Alain Gessua. Puis, en 1969, il livra 2 performances majeures sous la direction de Claude Chabrol. Dans Que la bête meure, il incarna un homme si dépourvu d'empathie qu'il en devenait monstrueux. Dans Le Boucher, il fut à la fois inquiétant et pathétique. Un meurtrier capable de tendresse. Ses rôles le définissent, l'homme français ordinaire, amer, égoïste, vulgaire et pourtant profondément humain. Mais la frontière entre Jean-Yann l'acteur et Jean-Yann l'homme commença à s'estomper. Son humour cruel, son sarcasme agressif et son mépris du sentimentalisme poussèrent beaucoup à croire qu'il était aussi misanthrope dans la vie que sur l'écran. Cette confusion nuisit à son image, surtout à la radio, où l'on attendait de la chaleur. Il choisit de jouer avec cette ambiguïté, créant des personnages encore plus dérangeants. En 1971, Yann incarna dans Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat, une relation de couple en pleine déliquescence, brutale et sans phare. Il reçut le prix d'interprétation masculine à Cannes, mais refusa de s'y rendre. La célébrité, à ses yeux, n'était qu'une farce. Les institutions, un piège. Ce qu'il voulait, c'était la liberté. Alors, il la prit. Dès 1972, Jean-Yann devint réalisateur. Son premier film, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, était une satire féroce de l'univers de la radio qu'il avait banni. Avec Gérard Cyr comme co-scénariste, Yann bâtit un univers de menteurs, de manipulateurs et de monstres souriants. Le film fut un succès. Il enchaîna Avec moi, y en a vouloir des sous, une farce sur l'opportunisme politique et l'absurdité économique, puis Les Chinois à Paris, qui imaginaient une France occupée par les maoïstes. Pour garder son indépendance, il s'associa avec le producteur Jean-Pierre Rassam et créa Sine Qua Non. Mais leur société fut vite connue plus pour ses excès que pour son efficacité. Malgré le soutien de Gaumont et du financier Marcel Dassault, des échecs commerciaux comme Show Business sonnèrent le glas de cette aventure. Une seconde société, Production Yann, ne résista pas non plus. Pourtant, la réputation de Yann franchit les frontières. Ses films, étranges et visuellement riches, attirèrent l'attention de producteurs américains. En 1982, il réalisa 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, une parodie délirante de la Rome antique avec Coluche et Michel Serrault. Le public en raffola. Les critiques étaient partagées. Yann se nourrissait de cette contradiction. Durant les années 1980 et 1990, il resta très actif en tant qu'acteur, réalisateur, improvisateur à la radio. Il participa régulièrement aux grosses têtes de Philippe Bouvard, puis à On va se gêner avec Laurent Ruquier. Il créa même des jeux télévisés comme Je compte sur toi, qui fit scandale en demandant aux candidats de compter de l'argent en liquide, tout en étant perturbé par des distractions absurdes. Les critiques le taxèrent de vulgarité. Yann répondit que c'était une parodie de la vulgarité elle-même. En 1979, il s'installa à Los Angeles pour des raisons fiscales, mais retourna fréquemment dans sa maison de campagne à Morsaint, en France. Là, à l'écart des projecteurs, il continua d'écrire, d'enregistrer et de méditer sur ce qu'il appelait l'absurdité de tout. Histoire douce amère du cœur. Derrière l'esprit caustique, les rôles provocateurs et la figure publique d'un intellectuel râleur à la langue bien pendue, Jean-Yann menait une vie privée marquée par de profondes blessures émotionnelles, dont beaucoup causées par l'amour et la perte.
Son premier mariage, sans doute la relation la plus marquante de sa vie, fut avec Jacqueline Renée Guellerin-Allard, qu'il épousa le 19 mars 1960. Elle était bien plus qu'une compagne. Elle représentait un ancrage dans les années de lutte et d'ambition créative. Mais leur union fut mise à l'épreuve par la maladie et le deuil. Au début des années 1970, Jacqueline fut diagnostiquée d'un cancer du poumon à un stade avancé. Bien que leur relation se soit fragilisée avec le temps, Yann ne l'abandonna jamais. Pendant le tournage de « Nous ne vieillirons pas ensemble », film ironique sur l'échec d'une relation, Yann quittait régulièrement le plateau pour rejoindre Jacqueline qui menait son combat contre la maladie. Elle mourut en 1972 et sa disparition laissa Yann anéanti. Ces mots, rappelés plus tard, « Il m'a appris l'ironie et l'amour, mais même si tout le fascinait, il n'avait pas de vraie passion », semble résumer le cœur de son combat intérieur. Sa perte fut une blessure profonde qui marqua durablement son paysage émotionnel. Dans les années 1960, avant et après son mariage, Yann avait également entretenu une relation avec Sophie Garel, animatrice bien connue de la radio et de la télévision. Leur relation fut relativement discrète, mais assez importante pour qu'un enfant naisse de leur union. Thomas, né en 1970. Thomas deviendra plus tard musicien à New York. Bien que Yann ait reconnu son fils, il resta réservé quant à son rôle de père, protégeant farouchement sa vie privée. La romance avec Garel s'éteignit, mais un lien durable subsista à travers leur enfant. Une autre relation marquante fut celle avec Nicole Calfan, jeune actrice que Jean-Yann rencontra en 1969 sur le tournage de « Êtes-vous fiancé à un marin grec ou à un pilote de ligne ?» Elle n'avait que 22 ans. Lui était déjà un provocateur célèbre. Leur relation dura 5 ans et fut l'une des plus médiatisées de Yann. Calfan l'admirait profondément et le décrira des années plus tard comme un homme qui avait profondément influencé son intellect et son cœur. Cependant, la romance prit fin brutalement. Calfan le quitta, une décision qu'elle admit regretter lors d'un passage en 2015 dans l'émission « On n'est pas couché ». Son départ, après la perte de Jacqueline, accentua encore le scepticisme de Yann quant à la pérennité de l'amour. À partir de 1976, Mimi Coutelier devint la femme la plus étroitement associée à Jean-Yann. Actrice et ancienne candidate à Miss France, elle apparut dans plusieurs de ses films, notamment 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ et Liberté, Égalité, Choucroute. Leur relation dura de nombreuses années, souvent décrite comme tumultueuse, mais empreinte de complicité et de collaboration artistique. On les voyait fréquemment ensemble en public, notamment à la Foire du Trône à Paris en 1988, où ils paraissaient un couple épanoui et complice. Pourtant, même avec Coutelier, Yann restait insaisissable. En 1990, Yann entama ce qui serait sa dernière relation de longue durée avec Christiane Fugger von Babenhausen, une femme au parcours hors du commun. Fille d'un aristocrate allemand et d'une brahmane indienne, Christiane représentait un mélange de privilèges et d'exotisme qui fascinait Yann. Leur relation fut plus discrète que les précédentes, plus intime. En 1991, ils eurent un fils, Jean-Christophe, offrant à Yann une seconde expérience de la paternité tardive. Quand un esprit acéré se tait. Jean-Yann est mort le 23 mai 2003 à l'âge de 69 ans, d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'il était en route vers l'hôpital de Reims. Le drame s'est produit sur sa propriété de Morsain, un petit village de la région Champagne, où il vivait reclus, dans une relative discrétion, durant les dernières années de sa vie. Bien qu'il se fût retiré de la scène médiatique dans cette ultime phase de son existence, sa disparition résonna profondément dans le paysage culturel et cinématographique français. La mort de Jean-Yann marqua la fin d'une époque. Quelques mois plus tôt, la France avait déjà perdu 2 autres figures marquantes, Maurice Pialat et Daniel Toscan du Plantier,
poussant certains à qualifier 2003 d'année maudite pour les voix les plus irrévérencieuses du cinéma français. Comme le soulignait Le Monde dans sa nécrologie, sa disparition signifiait la perte de cette part du cinéma français qui gratte, qui remue la boue du passé, qui appuie là où ça fait mal, mais qui nous fait aussi rire. Ses obsèques furent célébrées à l'église Notre-Dame du Rosaire aux Lilas, en Seine-Saint-Denis, la même église où il avait été baptisé enfant. Il fut ensuite inhumé au cimetière communal des Lilas, un lieu de repos modeste pour un homme qui avait passé sa vie à tourner en dérision le faste et la prétention. Un orphelin oublié. Jean-Yann s'est éteint en laissant derrière lui un héritage artistique considérable, mais aussi un drame familial resté longtemps ignoré du grand public. Son fils, Jean-Christophe Yann, n'avait que 12 ans au moment de la mort soudaine de son père, victime d'un infarctus. Ce décès déclencha une série d'événements malheureux qui conduisirent à son placement par la DDASS, les services de protection de l'enfance en France. À la suite du décès de Jean-Yann, le fisc français gela tous ses avoirs. Ce blocage financier brutal eut des conséquences dramatiques. Christiane, sa compagne et mère de Jean-Christophe, se retrouva sans ressources suffisantes pour maintenir le foyer familial de Morsaint, un lieu où Jean avait pourtant planté 400 arbres pour l'avenir de son fils, et peina à subvenir aux besoins de l'enfant. Sans revenu et acculée, elle prit la douloureuse décision de confier Jean-Christophe à la DDASS. Ce placement fut d'abord présenté comme temporaire. En 2005, Christiane semblait avoir retrouvé un certain équilibre, ayant décroché un emploi. Pourtant, malgré ses efforts, elle ne parvint jamais à récupérer la garde de son fils. À un moment donné, elle partit vivre à Dubaï dans l'espoir d'un nouveau départ, peut-être avec l'idée de construire un avenir plus stable en vue de retrouver son fils. Tragiquement, cette opportunité ne se concrétisa jamais. Le 24 avril 2021, Christiane décéda accidentellement au moment même où Jean-Christophe atteignait l'âge adulte. À 18 ans, il devint orphelin. La situation de Jean-Christophe ne découla ni de maltraitance, ni de négligence, mais d'un enchaînement cruel. Lourdeur administrative, précarité économique et tragédie personnelle. L'intervention des services sociaux reposait sur l'incapacité matérielle de la mère à élever son enfant, non sur une faute parentale. Mais une fois dans le système, regagner la garde d'un enfant s'avéra bien plus difficile qu'on ne l'imagine, surtout pour une mère isolée, sans soutien ni moyens suffisants. Ce n'est qu'en 2021 que cette histoire ressurgit publiquement, à l'occasion d'un article d'Ici Paris marquant l'anniversaire de la mort de Jean-Yann. Jusqu'alors, la majorité de ce qui était arrivé à Jean-Christophe était resté inconnu, même pour les admirateurs du comédien disparu. L'article révéla comment la vie du seul enfant mineur de Jean-Yann avait été bouleversée par une succession de drames administratifs, financiers et personnels totalement hors de son contrôle. Malgré ce passé chaotique, Jean-Christophe parvint finalement à trouver une forme d'apaisement. En 2014, il devint père d'une fille prénommée Loeva, empruntant une voie bien différente de la vision cynique que son père entretenait sur la parentalité. Si les blessures de l'enfance et la perte de ses deux parents ne peuvent être effacées, devenir père fut pour lui un nouveau départ, peut-être même une forme de guérison. Aujourd'hui, l'histoire de Jean-Christophe reste une note de bas de page méconnue, mais profondément tragique, dans l'héritage de Jean-Yann. Et tandis que Jean-Yann fit rire des millions de Français, son ultime héritage contient un chapitre bien plus sombre. Un fils laissé derrière, placé en foyer et orphelin avant même d'avoir atteint l'âge adulte. C'est un rappel bouleversant que derrière chaque icône, il y a une famille qui continue de vivre le deuil longtemps après que le public est passé à autre chose. Pensez-vous que l'histoire de Jean-Christophe aurait été différente si le public avait su ce qu'il vivait à l'époque? Si ce récit vous a touché, laissez-nous un like, abonnez-vous et partagez-le à quelqu'un qui devrait l'entendre. Vos commentaires sont les bienvenus. Nous serions ravis de vous lire.